Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, les ex-travailleurs de la SIAS refont parler d'eux. Ils continuent de réclamer le paiement de leurs droits 20 ans après la fermeture de l'entreprise. Le pont de Marsassoum sera livré en novembre. L'assurance et du ministre des Transports terrestres. Mansour Faye s'engage également à parachever la réalisation de la boucle de Boudjé. Le portrait du jour s'intéresse à un artiste pas comme les autres. Abdourahmane Ly nous dévoile le visage d'Odia, le célèbre caricaturiste. Et en fin d'édition, l'article de la semaine fait place au quotidien national Le Soleil. Bienvenue à tous. Marche pacifique du collectif des ex-travailleurs de la Société industrielle de l'aménagement du Sénégal, SIAS, et d'Asiana Municipale et Ambienté. Le collectif réclame de l'État le paiement immédiat de plus de 4 milliards. Leur attente dure une vingtaine d'années. Le compte-rendu de Aïssatou Kane et Moussa Fall. Le collectif des ex-travailleurs de la SIAS et d'AMA Sénégal réclame avec consternation le paiement intégral des droits légaux des travailleurs concernés. Puisque ça fait plus de 20 ans que ces sociétés ont été liquidées. Et nous sommes dans un état de droit, mais aussi il faut que force reste à la loi. Aujourd'hui, nous avons occasionné plus de 200 décès, paix à leur âme. Certaines familles aujourd'hui sont disloquées. Certains de nos enfants ne partent plus à l'école. Des camarades dorment à la belle étoile. Nous avons des camarades qui sont devenus des mendiants. C'est une tragédie. Donc je pense que pour service rendu à la nation sénégalaise, ces travailleurs méritent plus que ça. C'est malheureux quand à chaque fois des travailleurs, il faut qu'ils font des marches, il faut qu'ils fassent des grèves pour se faire entendre. Et je pense que pour cette fois-ci, c'est un avertissement que nous donnons à l'État du Sénégal. Puisque cette marche pacifique, c'est pour montrer que nous sommes des républicains, nous sommes des travailleurs sénégalais et je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Nous avons choisi honnêtement de travailler dans les ordures. Nous travaillons dans les ordures, certes, mais nous ne sommes pas des ordures. Le collectif demande que le gouvernement les aide à recouvrer leurs droits. Un montant de 1 milliard 560 millions est dû à la SIAS et 3 milliards 600 millions doit être versé aux ex-travailleurs de AMA Sénégal. Aujourd'hui, nous réclamons à l'État du Sénégal plus de 4 milliards. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'État respecte ses engagements. Les travailleurs de l'ex-SIAS sont fatigués. Les travailleurs de l'ex-AMA Sénégal sont très fatigués. Et je pense qu'il est de la responsabilité de l'État qui a le pouvoir régalien de régler définitivement ces problèmes qui ont trop duré. Et je pense que si vous avez vu cette forte mobilisation, cela prouve que les travailleurs sont déterminés pour rentrer dans leur fonds. Après des années d'attente et de négociations, le collectif envisage d'autres plans d'action si le président ne s'évertue pas à traduire en acte son engagement. Et tout le monde l'a entendu lors des dernières élections présidentielles à Guédiawaye. Le président Macky Sall a dit solennellement, s'il sera réélu, il va régler définitivement la situation des ex-travailleurs de AMA et de l'ex-SIAS. Ça fait plus de 2 ans que cette situation n'a pas été réglée. Mais nous avons écrit maintes fois, nous avons écrit aucune réponse. Nous avons fait des grèves de la faim. Nous avons marché, nous avons tout fait. Ça fait des années. Puisque déjà nous avons signé un pacte de stabilité sociale et d'émergence. Tout le monde a constaté que depuis un certain temps, il n'y a pas eu de remous, il n'y a pas eu de grève dans le secteur du nettoiement. C'est parce qu'il y a eu un pacte qui a été signé. Mais aujourd'hui, l'État est en train de fouler aux pieds la législation du travail. L'État aujourd'hui ne respecte pas les travailleurs du nettoiement. Et je pense qu'il est immoral, à l'heure du 3e millénaire, que des travailleurs puissent être considérés comme de la matière. Mais si l'État ne respecte pas ses engagements, nous sommes des syndicats organisés, nous avons nos stratégies de lutte, nous avons nos bottes secrètes. Et le jour J, en tout cas, vous serez informés, en tout cas, du plan d'action qui sera déroulé. Malgré les instructions du président de la République pour le règlement du passif des ex-travailleurs après 3 conseils de ministres, le collectif déplore l'indifférence du gouvernement et demande le paiement immédiat de leurs droits.
Le pont de Marsassoum sera livré en novembre prochain. Une assurance du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement en tournée à Sédhiou. Mansour Faye promet de poursuivre les travaux de réalisation de la boucle de Boudjé. Correspondance à Sédhiou, Ousmane Demba. Le pont de Marsassoum sera bientôt opérationnel. Trouvé sur le terrain, le chargé de projet a fait cette annonce en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Dans sa globalité, on est à peu près à 67% de taux d'exécution. Les délais d'exécution vont être respectés. D'ici fin novembre, on aura le pont livré. Devant ses hôtes, Cherfal a aussi fait la présentation de l'infrastructure dont le coût global est estimé à plus de 20 milliards de francs CFA. Ce pont a un linéaire d'environ 500 mètres avec des voies de raccordement qui s'étalent sur 5 km avec un assainissement aux normes et un éclairage public qui sera fait au niveau des traversées d'agglomération, c'est-à-dire avec l'agglomération de Djeba et l'agglomération de Marsassoum. Pressé de voir enfin sortir de terre un ouvrage qui contribuera à désenclaver la partie sud du pays. Les populations, par la voix du maire Séni Mandian, mettent sur la table d'autres doléances. Un projet d'une telle envergure de 20 milliards de francs CFA, nous pensons qu'au-delà des 2 salles de classe dont le montant n'excelle pas 14 millions, nous pensons qu'effectivement nous devons pouvoir bénéficier d'autres choses également, notamment la construction du foyer de jeunes et même pour également la construction des tribunes au niveau du stade. Et ça, à ce niveau, c'est important parce que nous sommes dans un contexte où effectivement le président a bien reçu le message des jeunes et est en train de se faire sentir un peu partout. Donc Marsassoum, le Diassi ne doit pas être en reste. Répondant à ces multiples interpellations, le ministre qui se dit globalement satisfait de l'état d'avancement des travaux démarrés en décembre 2019 a tenu un discours rassurant. 81 km, il est tout à fait normal que cette partie soit réalisée pour que la boucle soit bouclée. L'étude a été faite, les financements, nous sommes en train de les rechercher et nous allons trouver des solutions dans les meilleurs délais. Mansour Faye et sa délégation ont rallié la capitale du Pakao par cette partie de la boucle du Boudjé, un véritable parcours du combattant qui hante toujours le sommeil des populations. Formation professionnelle à présent, des centaines de jeunes ont reçu des qualifications, des attestations de qualification dans divers métiers du pétrole et du gaz. L'ONFP a outillé ces jeunes désormais prêts à s'engager dans le marché de l'emploi. Le compte-rendu de Abouté Disso. Des centaines de jeunes formés dans les métiers du pétrole et du gaz ont reçu des autorités les titres de leur qualification. C'est dans le cadre du projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes réunis ce matin ici à l'université pour sanctionner un long processus qui a démarré suite à la signature d'une convention qui fait de l'Office national de formation professionnelle le maître d'ouvrage délégué pour l'exécution de formations sur les métiers du pétrole. Et ces formations se sont déroulées dans le cadre du programme PDCEJ qui est financé par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement. L'Office national de formation professionnelle s'est vu confier les formations sur les métiers du pétrole. Et quand nous parlons de métiers du pétrole, il y a aussi bien les métiers de l'amont que les métiers de l'aval. Et pour cette première cohorte, donc, qui a permis la formation de 498 jeunes à travers le territoire national, ils ont été formés sur des métiers de l'aval pétrolier. Outre la formation, ce projet accompagne également les jeunes pour la valorisation des acquis par l'octroi de financement. Aujourd'hui, le projet appelle les jeunes à venir s'informer sur les instruments que l'État a mis en place pour les accompagner en termes de formation, mais aussi pour les accompagner en termes de financement, parce que le PDCEJ aussi va accompagner ces jeunes qu'on a formés, qui n'ont pas pu s'insérer à travers des contrats avec les professionnels. S'ils ont des projets, nous pourrons les financer parce qu'on a une ligne de crédit de 2 milliards qu'on peut mobiliser pour accompagner les jeunes qu'on a formés. Ces récipiendaires, convaincus d'avoir été à bonne école, se félicitent de l'opportunité qui leur a été offerte et se disent prêts à relever les défis. Et un grand ouf de soulagement pour les clients et employés du magasin Supéco du Golfe Sud. Le supermarché rouvre ses portes après plusieurs semaines de break forcé. L'enseigne a été saccagée lors des manifestations du mois de mars. Omar Khan et Seydina Mbaye. Enfin, c'est fait. Après plusieurs semaines de fermeture, conséquence des violentes manifestations, le magasin Supéco de Golfe Sud rouvre ses portes. Un grand ouf de soulagement pour les nombreux clients qui se sont morfondus jusque-là. Depuis qu'on a ouvert ce supermarché,
Donc je fais régulièrement mes courses ici. Donc il n'y a pas de période, je ne cherche même pas la fin du mois parce que c'est un magasin qui arrange toute la population, c'est à proximité et les prix sont vraiment compétitifs. J'étais très touché par ces événements donc ils ont eu un impact vraiment négatif vis-à-vis de la population. Donc pendant un mois ou un mois et demi, on était coincés, on avait du mal à faire nos courses. Donc pour faire les courses, pour se déplacer de là jusqu'en ville, vous voyez ce que ça fait. Donc c'était très problématique. Le directeur général du groupe Supéco s'est lui-même déplacé pour la réouverture du magasin. Une réouverture accélérée pour satisfaire la très forte demande des clients, surtout à quelques jours du Ramadan. On a eu des demandes incessantes et très insistantes. Parfois même, je dirais, ça ressemblait à du harcèlement de notre clientèle, mais on le prend très bien pour réouvrir le magasin. Parce que ce magasin, pour le quartier, en tout cas, joue un rôle très fondamental. Parce que également, l'enseigne Supéco, aujourd'hui, est reconnue comme étant le supermarché le moins cher de Dakar. Au-delà même du quartier de Golf, on a des clients qui viennent de Pikine, de Guédiawaye, des Amons, des Parcelles, bref, un peu partout dans Dakar. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils savent pertinemment qu'ils peuvent faire leurs courses dans un environnement sain et rassurant, avec de la qualité, mais surtout avec des prix défiant toute concurrence. Une aubaine pour les clients, mais aussi pour les 40 employés de ce magasin et pour les 200 entreprises sénégalaises qui travaillent avec le groupe. Tous les employés sont sénégalais. À la plus haute marge, je veux dire, de l'échelle, c'est un Sénégalais qui est là. Le directeur, c'est un Sénégalais. Et aussi les employés sont tous Sénégalais. Donc nous sommes là pour servir la population du Sénégal, les ménages, mais aussi les grossistes. Parce que là nous avons des prix très imbattables, plus vous achetez, moins c'est cher. Et c'est reparti pour l'enseigne low cost, la plus sénégalaise d'entre toutes. Le Sénégal post-Covid-19, souveraineté et rupture, c'est le titre du livre coécrit par plusieurs experts et universitaires. Il propose des solutions pour engager notre pays dans les ruptures véritables pour sa souveraineté. Une initiative du RASA, le rapport alternatif pour l'Afrique. La cérémonie de dédicace du livre a eu lieu ce matin à l'Harmattan. Dr Cherguey est le secrétaire permanent du RASA. Il est au micro de Omar Khan. C'est un ouvrage que nous avons voulu produire dans le cadre du Covid, notamment au moment où la crise était très intense du point de vue sanitaire, mais aussi du point de vue de ses impacts économiques. Nous avons voulu prendre date avec cet ouvrage en proposant des solutions. Le titre est très expressif. À la fois la photo qui est sur le titre, c'est un plafond de verre avec le Covid qui vient casser tout ça et ouvrir une fenêtre d'opportunité pour repenser notre pays et surtout repenser le pays sous l'angle de la souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire, souveraineté industrielle, s'appuyant sur ce que nous produisons chez nous, mais souveraineté aussi autour du numérique et aussi en mettant au centre des politiques économiques ce que nous avons appelé le secteur informel, qui est en fait une caractérisation négative du secteur qui est pourtant le plus dynamique de ce pays et le secteur qui emploie le plus de jeunes. Et donc, pour nous, il était très important de revenir sur toutes ces idées et surtout d'y apporter des solutions qui nous semblent viables, faisables. Et donc, c'est ce que le livre contient. Et nous invitons donc le régime actuel comme l'opposition, mais aussi tous les citoyens à s'approprier le livre et toutes ces idées que nous y avons proposées pour faire prochainement les programmes à partir desquels le pays devra être dirigé.
Et pendant ce temps, le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 57 nouvelles contaminations sur 1515 tests effectués. 3 décès enregistrés, 13 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation et 70 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Campagne de vaccination à Touba, seuls 30% des personnes ciblées ont déjà reçu leur dose, selon le médecin chef du centre de santé de Darou Tanzil. Un bilan donc mitigé pendant que la capitale religieuse affiche 1421 cas positifs, dont 115 décès liés à la Covid-19. Gorodaklo et Tchernofay. La campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 se poursuit dans la capitale du mouridisme depuis plus d'un mois et seuls moins de 2000 personnes ont déjà reçu leur dose de vaccin contre le coronavirus, d'où l'alerte des autorités sanitaires qui tirent un bilan mitigé. La vaccination suit son cours, mais il faut dire que on a reçu des doses pour le Sinopharm. On est certainement à 31% parce qu'on a vacciné 1299 qui sont complètement vaccinés, qui ont pris la deuxième dose. Donc, il y a une différence de 685 personnes qui devraient prendre leur deuxième dose. Donc, vous voyez, par rapport à AstraZeneca, on a reçu, je crois, 8000 doses, mais on a vacciné 10%. Donc, c'est environ 753. À cet effet, le médecin-chef du centre de santé de Darou Tanzil invite davantage la population à aller se faire vacciner contre le coronavirus. Il urge quand même de commencer de se rapprocher des structures sanitaires pour la vaccination. Parce que quand on vous dit que le délai est de 3 mois, ça veut dire qu'on est au mois d'avril. Donc, le mois de juin et de juillet, vraiment, ce sera trop tard. Je sais pas, certainement, ils seront déjà en péremption. Et ça, quand même, on lance un appel vraiment à tout le monde, parce que le risque, c'est ça. Si on ne prend pas les vaccins, les vaccins vont retourner. Alors qu'on sait que c'est de l'argent. C'est pas facile. Donc, on attend d'autres vaccins, on n'a pas vu d'autres vaccins, mais pour le moment, les vaccins qui sont là, on doit mettre ça à la disposition de la population. À Touba, 1421 cas confirmés positifs ont été recensés depuis le début de la pandémie, dont 1180 patients déclarés guéris et 115 décès liés au Covid-19. Merci beaucoup, Goronaklo. Et direction Medinatoul Salam, célébration du 17 avril. Sorna Aïda Diallo s'approvisionne déjà 1000 bœufs acheminés. Ces bêtes seront distribuées aux talibés pour la commémoration du 72e anniversaire de la rencontre de Cheikh Béthio Thioune avec son guide spirituel Serigne Saliou Mbacké Mountaga Kane. Compte rendu. Un millier de bœufs est assemblé dans l'enclos de Sorna Aïda. Dans la cour de la maison, on trouve d'impressionnants lots de condiments. La fête de cette année a une envergure jamais égalée. Serigne Saliou avait dit à Serigne Béthio, tes œuvres seront connectées à celles de Serigne Touba. Tant que les œuvres de Serigne Touba continueront de servir, les vôtres seront célébrées. C'est pourquoi le centre de cette année sera fêté comme jamais il n'a été. Aujourd'hui, les vaches, les moutons et les chameaux ont presque décuplé. Chose extraordinaire, plus de 313 femmes, talibées de Sokhna Aïda, ont mémorisé une khasida de Serigne Touba. Aux yeux de Tchantakoun, les avantages découlant de ce 17 avril, le jour où Serigne Béthio a rencontré Serigne Saliou, sont innommables. C'est cette date du 17 avril qui nous vaut que toute personne qui a vu Serigne Béthio ou qui le connaît va au paradis. Celui qui se confie à lui rentre dans les grâces de Dieu. C'est ce jour mémorable qui nous a permis de profiter de tous les bienfaits que nous confère le statut de musulman ou de talibé. Il annonce que cette année, la fête sera célébrée au niveau des familles. Sokhna Aïda a demandé à tous les talibés de fêter ce 17 avril au niveau de leur famille. Il sera procédé à une distribution des bœufs et des condiments. Et comme tous les samedis, le portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Omar Diakité. Si ce nom ne vous dit rien, Odiar vous parlera sans doute. Le caricaturiste et dessinateur de presse le plus célèbre du Sénégal est sorti de l'École nationale des arts.
Et 2 mois après, il obtient son travail, une passion pour lui. Le portrait de Omar Diakité, alias Odia, par Abdourahman Li. Odia, de son vrai nom, Omar Diakité, est avant tout un passionné du dessin. Pur produit de l'École nationale des beaux-arts où il a enregistré 4 ans de renforcement de capacité, il en sort en juillet 1989, diplôme en poche. Un mois après, il décroche son premier travail. J'ai intégré le groupe Walfadjri comme dessinateur. C'est en 89. À l'époque, Walf n'était pas un quotidien, mais c'était un hebdomadaire et qui sortait un peu, je pense, tous les vendredis. Ils m'ont recruté parce que pour un peu animer un peu une page bande dessinée, mais aussi pour faire des illustrations. J'ai fait 1 an avec Walf et c'est en 90 que j'ai intégré le Cafard Libéré. Le Cafard à l'époque sollicitait des caricaturistes pour renforcer un peu son pool de dessinateurs. 14 ans au Cafard Libéré avant de rejoindre le quotidien La Tribune. Une tribune qu'il choisit pour exposer ses talents de caricaturiste, un métier qui n'est rien sans la petite touche d'inspiration qu'il doit à son expérience. On a quand même roulé notre bosse un peu partout. On sait ce qu'on doit faire quelquefois. On a peut-être des petites aptitudes. On est devenu une vieille marmite, vous savez. Et c'est avec les vieilles marmites qu'on fait les meilleures cuisines. Voilà, c'est un peu pour dire qu'on est quand même, on a une certaine expérience, on a quand même assez duré dans le milieu. Et qu'en pensent ces personnalités caricaturées? Odia révèle que toutes apprécient et jamais il n'a fait l'objet de menaces de qui que ce soit d'entre elles. En fait, c'est toujours des appels, mais vraiment pour rigoler, on va dire. Les gens que je caricature, des fois, c'est eux-mêmes qui m'appellent pour me dire « Ouais, aujourd'hui, tu m'as caricaturé, tu m'as fait de gros oreilles, tu m'as fait de gros ventre. » Et puis, c'est les dames aussi, c'est comme ça. Même les dames, des fois, elles m'appellent. C'est des personnalités que je ne veux pas citer ici pour ne pas un peu les mettre un peu dans l'embarras. Mais c'est des personnalités elles-mêmes qui m'appellent et pour me dire que, voilà, j'aime bien le dessin que tu as fait. Un talent héréditaire, Odia révèle que ses fils dessinent tout aussi bien. Ils ont cette passion-là. Présentement, même le bonhomme que vous voyez, qui est mon fils, lui, il a taquiné du crayon. Il dessine beaucoup. Mais moi, la priorité, je voudrais qu'il se focalise plus sur les études. Parce que c'est ça la base aussi. Les études, c'est très important. C'est ce qui permet d'avoir l'intellect et ça vous permet de progresser. S'il a ses diplômes, c'est encore mieux. C'est mieux dans cette vie d'avoir des diplômes parce que c'est ça qui ouvre les portes. Donc c'est ce que je lui conseille, c'est ce que je lui demande. Mais c'est très difficile. Vous savez, les enfants, on leur dit des choses, mais... Un métier assez sensible parce qu'ayant été à la base d'un attentat en France, Charlie Hebdo, dans sa 1177e parution, critique ouvertement la religion musulmane, une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Alors Charlie a une ligne éditoriale fixe, assez claire et nette. C'est qu'il n'y a pas de limite. On peut tout se permettre, on peut tout dessiner et tout est publiable. Voyez-vous. Et c'est ce qui fait, des fois, ils font souvent dans l'exagération extrême. Alors là, peut-être que tout dernièrement, ils ont touché un sujet sensible, le sujet qu'il ne fallait pas, la religion, et surtout la religion musulmane. C'est très sensible. Et excusez-moi du terme, mais ça les est revenu à la figure. Ils ont payé un très lourd tribut à cause de ça. Est-ce que ça en valait la peine? Une chose est importante aux yeux d'Odia, l'union fait la force. Il appelle les dessinateurs de presse à unir leurs forces pour voir leurs activités émerger. Réinsertion socio-professionnelle en milieu carcéral quand les détenus s'évadent par le travail. C'est l'enquête réalisée par le rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil, El Hadj Ibrahima Thiam. Il s'est intéressé aux 37 prisons du Sénégal pour différentes typologies. Une école pour mineurs en cours de construction au Forbé. El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall signent votre rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine.
908 détenus graciés récemment par le chef de l'État. Prétexte pour Le Soleil de proposer à ses lecteurs une enquête intitulée « Réinsertion socio-professionnelle en milieu carcéral quand les détenus s'évadent par le travail ». J'ai décidé de faire ce reportage suite à une vidéo qu'une amie a partagée avec moi. Donc quand j'ai visualisé la vidéo, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour nos lecteurs, pour que Le Soleil puisse, qu'il serait intéressant pour Le Soleil de faire découvrir à ses lecteurs ce qui est en train de se faire en matière de réinsertion socio-professionnelle dans nos prisons. Le milieu carcéral est un milieu très pas facile du tout. Donc quand on trouve le moyen un peu de se libérer de ce carcan-là, de s'évader un peu, comme je l'ai titré un peu le texte, c'est-à-dire s'évader, c'est-à-dire oublier qu'on est en milieu carcéral. Et le travail pour moi est le meilleur moyen d'oublier un peu qu'on est dans un milieu carcéral. Et en fait, quand j'y suis allé, je m'en suis rendu compte. Même les prisonniers, les détenus eux-mêmes l'ont confirmé. Donc eux tous veulent faire du travail pénitentiaire. En fait, c'est différent du travail forcé. Donc quand on parle de travail pénitentiaire, c'est un travail rémunéré, c'est volontaire. Aucun détenu n'est obligé d'effectuer un travail pénitentiaire. Une précision de l'inspecteur Maïssar dans les colonnes du quotidien national Le Soleil. En clair, le travail pénitentiaire n'est pas du travail forcé. Ce n'est pas du travail forcé, parce que vous savez, même quand j'ai posé la question, on m'a clairement dit que le travail forcé n'est pas appliqué au Sénégal. Par exemple, ça peut faire partie c'est un élément de la peine. On peut dire condamné à 10 ans aux travaux forcés, mais les travaux forcés ne sont jamais appliqués au Sénégal. Ouais. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est purement volontaire. On leur propose du travail, celui qui veut le faire se présente, déclare sa candidature, et les gens décident sur la base de critères. Mais souvent, la priorité est donnée à ceux qui exercent ce même travail-là au dehors. Par exemple, s'il y a un tailleur, c'est le tailleur qui est privilégié par rapport à quelqu'un d'autre. Mais s'il y a d'autres postes aussi à pourvoir et qu'il n'y a pas assez par exemple, de professionnels, donc on les prend, mais il y a des gens de l'extérieur qui viennent les former. Par exemple, des civils qui sont admis dans la prison et qui forment ces détenus-là à ces métiers-là. Tâches rémunérées, ces détenus parviennent à oublier le quotidien carcéral tout en se faisant de l'argent, constate mon confrère de l'Asterdam. J'ai eu beaucoup de récits de vie de prisonniers, de détenus au camp pénal. Et le récit qui m'a le plus marqué, c'est celui d'un homme de 50 ans qui a été condamné en 2015, qui doit purger une peine de 10 ans. Mais il m'a clairement dit, en fait, c'est le chef menuisier bois. Il m'a confié que si aujourd'hui sa famille son ménage n'a pas éclaté, c'est vraiment c'est grâce un peu au travail pénitentiaire qu'il exerce. Parce que c'est avec les revenus qu'il perçoit chaque mois qu'il parvient à entretenir toujours sa famille. Il sait que ce n'est pas suffisant, mais au moins c'est un effort qu'il est en train de faire qui aujourd'hui permet à son ménage de rester intact. Donc vraiment c'est un des récits qui m'a le plus marqué. Forbé, une prison exclusivement dédiée aux mineurs, une école est déjà en cours de construction. La prison de Forbé, c'est la prison des mineurs. Donc à part le camp pénal de Liberté 6, où il y a au moins une demi-douzaine d'ateliers, comme je vous l'ai dit, tailleurs, boulangerie, tapisserie, entre autres, infographie, sérigraphie aussi. Il y a au niveau de la MAC comment on l'appelle encore, Cap Manuel. À Cap Manuel, on a ouvert là-bas un centre de formation professionnelle. Depuis l'année dernière, le prétexte c'était avec la Covid. Donc on y fabrique par exemple des produits de détergents, par exemple détergents, entre autres. Et maintenant, à Forbé, il y a un garage mécanique.
il y a un garage mécanique, il y a même, en plus, il y a une imprimerie qui est en cours de construction. Sans compter qu'il y a aussi une école qui est aussi en cours de construction, parce que là-bas, c'est souvent des enfants. Maintenant, l'État a décidé que même en prison, ces enfants-là, s'ils étaient à l'école, doivent poursuivre leurs études. Donc l'école sera sous la responsabilité de l'inspection d'académie de Dakar. Ce sera une école classique d'enseignement général où on aura aussi des enseignants comme dans toute autre école. Dans une interview qu'il a accordée à l'Astre de Anne, le directeur de l'administration pénitentiaire affirme que la volonté d'humaniser l'espace carcéral est irréversible. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais l'information continue sur www.media.sn. Je vous retrouve demain pour un autre 19:45. Bonne soirée à vous.